Bonjour Quinte, bonjour Foncegrive, hello Quinte Foncegrive. Donc dans cette vidéo, la partie principale de la vidéo, ça va être, on va dire, une sorte d'analyse, ma propre analyse, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir la vôtre, une analyse de la pièce de théâtre que nous sommes en train de travailler en ce moment malgré les conditions auxquelles nous sommes confrontés. Donc cette vidéo, ça sera l'acte 1 et l'acte 2. Mais avant de passer à l'acte 1 et l'acte 2, je vais faire une petite introduction. Cette introduction, c'est pour éclaircir quelques points suite à mes premières vidéos et dont les fameuses questions sur la méthode de Stanislavski. Donc, on va revenir un peu sur la méthode Stanislavski, comme ça après on y reviendra plus du tout, d'accord? Alors finalement, c'est pas mal de revenir suite à vos questions sur ce bon vieux Stanislavski, la méthode, parce que ça peut aider, voilà, ça peut aider. À la limite, si je vous donne deux, trois pistes sur cette méthode, ça peut peut-être vous aider à faire votre propre analyse de votre personnage et une analyse de la pièce en général. Donc, Stanislavski, la méthode, en gros, vraiment en gros, le concept, c'est l'action. Action. Dans une pièce de théâtre, chaque chose est faite pour satisfaire un désir. Un désir, quelle que soit la nature. Donc la méthode, c'est l'action. Et dans l'action, il y a des objectifs. Qu'est-ce que je veux? Une action. Qu'est-ce que je fais pour l'obtenir? Des obstacles. Qu'est-ce qui se dresse sur mon chemin? Une action est divisée en activités. Les moyens distincts que j'utilise pour avoir ce que je veux, ce que je désire. Il y a les actions intérieures, c'est-à-dire que je pratique sur moi, les actions extérieures qui sont produites par d'autres personnes. Il y a des obstacles intérieurs, mes propres obstacles à moi, les obstacles extérieurs, le problème des autres personnages. Objectif, action, il faut surtout savoir que, et obstacles, ils ne sont pas forcément dans le texte, ni même dans le temps de la pièce. Parfois, ce sont des objectifs, des actions et des obstacles qui sont extérieurs à la pièce, mais dont la pièce parle. Alors, voilà, en gros, en vraiment très gros, la méthode Stanislavski. Le concept, c'est l'action, et il y a des objectifs, des actions, des obstacles, et chaque action est divisée en activités. Action intérieure, action extérieure, obstacle intérieur, obstacle extérieur. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, Stanislavski, quoi qu'on en pense, n'était pas un gars qui théorisait avec son cerveau. Stanislavski, il a monté sa méthode en observant les acteurs et en observant ce qui se passait sur scène. Et après avoir observé ce qui se passait sur scène, il a pu décliner sa méthode. Pour vous, pensez ainsi, c'est-à-dire penser une action avec à l'intérieur des objectifs, des obstacles, ça peut vous servir à justifier votre présence, à habiter la scène. Qu'est-ce que je veux? C'est la base. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon personnage veut? C'est la base et c'est pourtant ce qu'il y a de plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans ce qu'est-ce que je veux, il est question du désir. Et c'est ce désir-là qui est le début du travail du comédien ou de la comédienne. Parce que c'est à partir de cet élément que l'on construit son personnage. Et quand l'acteur ou l'actrice, le comédien, la comédienne réfléchit à ce désir du personnage, c'est là, en fait, où il y a le point de jonction, où il réfléchit à son propre désir. Et c'est là que la personne
l'acteur, l'actrice est à nu, complètement à nu, pour harmoniser son propre désir en tant que personne à celui de son personnage. Ça, c'est le point de départ et c'est le point le plus compliqué, le plus sensible, parce que c'est là où l'acteur et l'actrice sont vraiment à nu. Le reste, et le reste c'est beaucoup, mais le reste c'est juste le pur bonheur du jeu, le pur bonheur de jouer. Alors oui, Stanislavski, cette base, cette méthode de base, ce concept de l'action, c'est très bien. C'est très bien pour monter des pièces, pourquoi pas. Mais juste, en ce qui me concerne, Stanislavski, c'est pas que ça, et ce sont des choses qui me mettent mal à l'aise ou qui m'insupportent. Le problème que j'ai avec Stanislavski, c'est que chez lui, on ne parle jamais, jamais, on utilise le mot du personnage. On parle toujours de l'acteur, puisqu'on part du principe que l'acteur devient entièrement son personnage. Et ça fait toute la différence. Parce que pour moi, il y a un personnage et un acteur. Chez Stanislavski, il n'y a pas de différence entre le personnage à jouer et l'acteur qui doit le jouer. Et moi, personnellement, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça terrifiant, et quand c'est mal fait, c'est quand même quelque chose proche de la maltraitance. Personnellement, je pense. Il y a de la maltraitance, il y a des choses extrêmement limites chez Stanislavski sur certains exercices où on va piocher en nous certaines choses. Et c'est des types d'exercices qui, moi, me mettent extrêmement mal à l'aise. Penser, par exemple, alors pour les bonnes choses, il n'y a pas de problème, mais voilà, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ressenti, quelle était la lumière qui rentrait à ce moment-là dans la pièce quand ton père t'a violé, quand le monsieur a ouvert son anorak pour te montrer son sexe. Enfin, voilà, il y a une base de travail fort, puisque au théâtre on montre des choses fortes, donc on va chercher à l'intérieur de l'acteur des choses très fortes. Et voilà, moi, personnellement, ça me met un peu mal à l'aise et ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je préfère l'observation, la recherche par l'impro et la sensation du geste. Alors, qu'est-ce que je veux dire par sensation du geste? C'est que, voilà, moi, je pense qu'on apprend par le geste et que toute expérience est comprise ou du moins vécue uniquement du côté physique. Exemple, vous pouvez dire 15 000 fois à un enfant ne mets pas ta main sur la plaque parce que c'est chaud. Il faut attendre qu'il l'ait fait une fois pour qu'il le comprenne. S'il n'a pas la sensation physique, pour lui, ça restera abstrait. Donc voilà, moi je suis plus dans l'observation, la recherche, on teste, aller rechercher des choses très profondes à l'intérieur de nous, car j'estime qu'on n'est pas obligatoirement sincère quand on va chercher des traumatismes, des choses qui sont endormies en nous depuis longtemps. Voilà, donc c'était juste ma petite intro pour revenir sur Stanislavski. Et maintenant, on passe voilà, à une analyse de la pièce de théâtre que l'on doit jouer donc maintenant vers le milieu de l'automne. Alors, pour la pièce de théâtre, donc l'acte 1 est forcément un acte d'introduction. C'est la découverte des personnages, c'est là où vous allez développer vos personnages. On va dire que c'est l'acte le plus artificiel, justement à cause de cette découverte. Il faut donc que la comédienne et que le comédien ne pensent pas que c'est le début. Pour eux, il s'est passé quelque chose avant. Vos personnages ne naissent pas comme ça sur scène. Ils ont un
passé. Ils ont un passé extrêmement concret, extrêmement immédiat, et puis après un passé plus profond et plus lointain. Dans l'immeuble, par exemple, quel était l'état d'esprit avant d'arriver à cet apéro qui a introduit la pièce? Les gens hors de l'immeuble, est-ce que c'est la première fois que vous observez ce qui se passe à la jumelle, ou est-ce que c'est une habitude et aujourd'hui vous tombez enfin sur un truc intéressant? L'acte 1, après cette scène d'introduction où il y a un apéro, c'est une scène d'intro pour chaque couple, sauf pour la concierge. Donc la concierge, vraiment, lorsqu'on se penche vraiment sur son caractère, ça commence déjà dès la scène 1, puisque elle est transverse et n'a pas de scène, on va dire, de couple ou de scène d'intimité en ce qui concerne, par exemple, Laurent ou Odette. La scène 1 est une scène chorale, donc c'est extrêmement compliqué. C'est comme une réception. Au cinéma, on ferait un zoom à certains moments sur certains couples, sur certaines discussions, avec forcément des choses qui se passent en arrière-plan. Alors comment est-ce qu'on fait au théâtre? Alors, au théâtre, ce qu'on fait, c'est qu'il faut arriver à vous faire un plan dans votre tête, un itinéraire, où vous auriez à faire quelque chose pendant toute cette fameuse scène 1, et à certains moments, hop, vous arrivez dans la lumière, le zoom est sur vous, pour ce qui intéresse, on va dire, le spectateur, donc le public. Observez, prenez exemple. En ces temps de confinement, on ne va pas vraiment beaucoup au théâtre, donc vous téléchargez, vous faites du streaming et vous observez ce qui se passe. Observez le film Festen. Beaucoup, comme son nom l'indique, de scènes de groupe. Observez de Jean Renoir La règle du jeu. Aussi beaucoup de scènes à table. Et dans les films et séries, il y a aussi pléthore et pléthore de scènes de réception, de mariage, d'enterrement de vie de jeune fille, de tout ce que vous voulez. Observez aussi, si vous avez le choix, la scène qu'on appelle la scène du couscous dans La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche. C'est une scène où tout est extrêmement spontané. Mais derrière cette scène extrêmement spontanée, il y a 5 semaines de répétition et un tournage étalé sur 12 jours. Tout ça pour 15 minutes de film. Donc comme je vous l'ai dit, il faut vous faire un plan, un itinéraire. Quand l'attention n'est pas sur moi, qu'est-ce que je fais? Dans quel état je suis quand l'attention n'est pas sur moi? C'est pratiquement de la chorégraphie d'intention, de la chorégraphie émotive. Alors voilà, ça c'est en règle générale pour l'acte 1. Souvenez-vous aussi des appartements. Les appartements sont des appartements génériques. C'est le même pour tous. Mais en quoi vous l'habitez différemment? Et je ne parle pas de mettre un petit napperon ou quoi que ce soit pour qu'on puisse différencier les appartements, mais c'est vous, vos postures. Comment est-ce que vos personnages habitent un espace? Scène d'introduction, il y a vos principaux traits de caractère, en tout cas ceux qui sont intéressants pour l'intrigue. Et il commence à y avoir quelques éléments de l'intrigue. Pensez aussi dans ces appartements les effets comiques, les positions. Il y a un canapé dans cet appartement, donc il y a des gens debout, des gens assis. Jouez là-dessus, sur les complicités à certains moments et les divergences. Et pour Marlène et Richard, qui sont debout dans un espace hors scène, et pour Odette et Laurent qui sont en split screen et chacun debout aussi. Tout ça, ça veut dire des choses. Tout ça, chaque placement,
Chaque essai, chaque observation, chaque improvisation que vous pouvez faire là-dessus, ça veut dire quelque chose. Comment, et c'est quand même la base de la sociologie moderne, c'est comment est-ce qu'on habite un espace, que ce soit un salon, une maison, un immeuble, une ville, un pays entier. Physiquement, qu'est-ce que je suis dans l'espace? Alors, ensuite, ça c'était l'acte 1, scène 1. Ok? Voilà. Donc, par exemple, donc pour l'acte 1, scène 2. Hop, ça y est, j'y suis. Donc là, on parle bien de Marlène et Richard. Cette scène les introduit. Ils sont donc dans une espèce d'ailleurs par rapport à l'immeuble. Entre eux, c'est une question de rythme. À savoir surtout pour Marlène, depuis combien de temps elle attend ça? Depuis combien de temps elle attend ce genre d'événement? Depuis combien de temps elle observe ou elle est complètement assoiffée à sa fenêtre de quelque chose qui arrive? L'ennui. Les gens qui s'ennuient, c'est quelque chose de terrible. Donc, Marlène et Richard, c'est du rythme et des positions. Et forcément, par rapport aux autres qui vont arriver plus tard, c'est un couple qui se joue sur la verticalité, puisqu'on on est parti du principe qu'ils sont debout. L'acte 1, scène 3. Hop, on zoome, on va dans l'appartement. Et alors, donc, dans cet appartement, il y a qui? Il y a Ingrid et Georges. Alors, si Marlène et Richard sont sur quelque chose de vertical, eux, c'est plutôt, donc Ingrid et Georges, c'est plutôt quelque chose d'horizontal. D'ailleurs, c'est physique. Ils ont plus d'espace de jeu que Marlène et Richard. Ils ont plus d'espace de jeu, même s'ils ne gesticulent pas dans tous les sens, et même s'ils ne sont pas tout le temps dans le mouvement. Et voilà, il y a des images. Vous lisez ça, il y a des images qui peuvent vous venir à l'esprit. Par exemple, la radio. Ils vont bien devoir rentrer avec une radio à un moment donné. Enfin, au début de leur scène, ils sont sur scène avec une radio. Voilà, comment Georges manipule la radio. Qu'est-ce qu'il met comme sentiment dans cette radio qui finalement va lui apprendre qu'il a gagné au loto. La scène 4. La scène 4, c'est Eugénie, Henriette et Louise. Alors voilà, ça peut être très intéressant. Comment évolue une famille? Et comment évolue une famille qui est entièrement constituée de femmes? C'est un trouble, c'est un 2 plus 1. Alors, c'est quoi les conséquences visuelles de ça? Je pense qu'Eugénie est une théoricienne de la foi, mais qu'elle ne vit pas sa foi. Je pense que Henriette est une théoricienne de l'extrême gauche révolutionnaire, mais qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Je pense que Louise est une théoricienne de l'amour, et que finalement, elle est quoi? Elle est comme beaucoup de personnes, elle n'est pas amoureuse de quelqu'un, mais elle est amoureuse du concept de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez montrer de ces personnages sur scène? Une ambiance séminaire janséniste? Ou une ambiance église évangéliste? Et donc voilà, église évangéliste. Pensez à votre numéro, parce que c'est un numéro. Vous êtes des acteurs et des actrices, et vous faites des numéros. Donc, le numéro, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un numéro de gospel? Alors, on s'en fout. On s'en fout du texte que j'ai écrit. Mais ressentez-le, ressentez-le. Je sais pas, qu'il y en ait une qui balance une phrase et l'autre qui balance une autre phrase. Regardez, mais regardez ce qui se passe dans les églises évangélistes américaines. Regardez ce qui se passe dans les églises où on fait du gospel. C'est pratiquement de la transe. Ce sont des échos qui vont de personne à personne. Donc pensez à ça. Soyez folle. Soyez folle. Et quand je dis soyez folle, c'est pas tant vous être folle, c'est tenter des choses de fou. Et si jamais ça ne marche pas, on les enlève, mais tentez-les. Fichez-vous du texte
essayez de me faire un gospel, essayez de me faire un écho, voilà, une communion, voilà, comme une communion, voilà, ça se dit, c'est ce qu'on fait normalement dans les églises. Il y a certaines églises où la communion est très stricte, et d'autres où qui deviennent complètement physiques. Et ces nanas qui sont complètement coincées, ça serait quand même pas mal de voir ce que ça peut donner quand, voilà, quand elles ont la lumière et qu'elles communient ensemble. Donc lâchez-vous, faites-nous un numéro de gospel, regardez Sister Act par exemple, ça c'est plutôt du gospel chanté, du gospel sur scène, mais regardez, au niveau religion, au niveau de la foi, regardez ce qui se passe pendant une transe soufie. Est-ce que c'est des gens qui vivent de manière intellectuelle leur foi? À ce moment-là, non. Et donc on peut jouer sur ces femmes qui sont très strictes et qui à des moments se lâchent. Parce que c'est ce qu'elles vont faire quand elles vont rentrer en contact avec les autres personnages. Elles vont à un moment donné se lâcher. Acte 1, scène 5. Yannick et Patricia. Alors ça, Yannick et Patricia, c'est quoi? C'est le couple neuf par rapport aux autres. Donc il faut vraiment qu'ils apportent autre chose. Qu'est-ce que ça implique, ce couple neuf, nouveau, qui ne se connaissait pas il y a 10 ans, contrairement aux autres couples? Alors, c'est quand même, je pense, mais vous pouvez aussi penser le contraire, le couple avec le plus de non-dits. Et quels sont ces non-dits? Et la manipulation de Patricia, et la crédibilité de Yannick, la manipulation de Patricia, est-ce que c'est la même que la manipulation de Marlène? Ou même, voire la manipulation d'Ingrid? Ou est-ce que c'est une manipulation différente? La crédulité de Yannick, est-ce que c'est la même que la crédulité de Georges ou de Richard? Ou est-ce que c'est autre chose? Le côté géniard, parce qu'il est géniard un peu Yannick, des fois il essaie un peu de se révolter, mais il est un peu géniard. Voilà, est-ce qu'il faut un peu creuser sur le côté un peu Calimero de Yannick? Patricia, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est au début de sa vie d'intrigante? Ou est-ce que c'est déjà quelque chose qu'elle fait depuis longtemps? Et peut-être que c'est une froide manipulatrice depuis très longtemps? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est le début? Voilà. Par exemple, Eugénie, elle a du mal à magouiller. Pour elle, c'est le début. C'est le début de cette entrée dans la vie où il faut magouiller. Mais regardez les hommes politiques. Vous faites Eugénie, vous faites Patricia, mais vous allez sur Wikipédia, vous prenez la vie d'un homme politique. Vous allez voir les magouilles qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas. Prenez la vie de Charles Pasqua, de Bernard Tapie, vous allez voir. Au niveau des magouilles. Donc voilà, réfléchissez. Est-ce que c'est la première fois qu'ils font ça? Ou est-ce que ce sont déjà des grands artistes de la magouille? Ça, c'était pour la scène Yannick et Patricia. Pour l'autre scène, alors l'autre scène, voilà, là aussi c'est très intéressant parce que paf, là on change encore de point de vue. On se retrouve dans quoi? Dans une espèce de no man's land. On va dire que au cinéma ça s'appelle un split screen. Et donc là, qu'est-ce qu'on a sur scène? On a deux personnes, deux célibataires, qui ont un monologue. Et en fait, leurs deux monologues sont entrecoupés. Et donc là, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Odette. Est-ce que Odette, c'est la plus fragile? Ou finalement, est-ce que Odette, c'est la plus forte? Il y a un bouquin. Il y a un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des introvertis. Lisez ce bouquin. Ou lisez d'autres bouquins si vous en trouvez d'autres. Alors, là, dans la scène 6, on ressort du salon et on est de nouveau dans un espace moins défini. Et Laurent, il faut bien noter que Laurent, lui, il n'est pas face à lui-même. Il n'est pas face à un miroir, ou je ne sais plus ce qu'on avait dit pour Odette. Laurent, il est au téléphone. Il est déjà plus dans l'ouverture. Odette, elle est face à elle-même. Alors, qu'est-ce que ça implique? À la fin, Laurent, lui, il ouvre l'histoire. Physiquement. Oh, il y a un jardin. On avait vu l'immeuble, le hall de l'immeuble, on avait vu les appartements, et hop, on se rend compte, le public se rend compte qu'il y a un jardin. Hop, ça ouvre. Ça ouvre,
Et donc, Laurent ouvre physiquement le spectacle en disant il y a un jardin à côté, et aussi il plante le premier geste physique de la pièce. Une boîte est enterrée dans le jardin. Odette, elle est plus sur elle-même, elle est face à son image. Fin de l'acte 1. L'acte 2. Alors, l'acte 2, c'est une sorte d'ouverture, une sorte, oui, voilà, une sorte, qu'est-ce que je voulais dire sur l'acte 2 ? L'acte 2, c'est l'acte de déclenchement de l'histoire. L'acte 1, on pose. Et l'acte 2, ça commence. Donc l'histoire ne s'emballe pas encore vraiment dans l'acte 2, mais l'énergie comique y est de plus en plus présente, mais les scènes sont encore très écrites. Mais par contre, le rythme, voilà, s'accélère, mais le rythme ne s'emballe pas. Acte 2, scène 1, la rencontre, l'ouverture aux autres. Marlène, Richard, c'est l'extérieur. Et sur qui ils tombent, ils entrent en contact avec la concierge. La concierge, c'est quoi ? C'est la déesse, c'est le dieu, c'est la gardienne, c'est la tyran du monde intérieur, de l'immeuble. Alors la concierge, la concierge, la méfiance, c'est ce qui constitue quand même le fond de cette concierge. Alors là, elle tombe sur Marlène et Richard, donc elle ne peut plus régner en maître, régner en despote ici, puisqu'il y a deux individus qui viennent de l'extérieur. Il faut peut-être s'imaginer que Marlène est une espèce de courroie de transition, alors une courroie de transition pas plus ou moins efficace. Donc Marlène, courroie de transition entre un personnage très aérien, un personnage complètement lunaire qui est Richard, et le personnage super terrien, presque primitive, qui est la concierge. Voilà, ce sont des scènes où il se passe des chocs. Premier acte, on présente les gens. Deuxième acte, on voit ce qui se passe quand les gens entrent en contact les uns avec les autres. Acte 2, scène 2, Eugénie, Henriette, Louise et Laurent. C'est la première manœuvre officielle de l'armée des Trois. Quel est l'état d'esprit des deux filles ? Et Eugénie, est-ce qu'elle est sûre d'elle ou pas encore ? En tout cas, Eugénie, elle donne le change. Elle conduit ses troupes. Alors peut-être elle est un peu raide. Il faut penser. Penser toujours dans telle situation, mon personnage, quel est son rapport au monde. Donc, Eugénie, elle est peut-être raide. Il y a sans doute de la gêne. La gêne, c'est le maître mot de cette scène. Mais chacun à leur tour dans cette scène, Laurent, Louise, Henriette, Eugénie, chacun tour à tour, ils sont gênés. Pas au même moment et la gêne s'exprime différemment. Acte 2, scène 3. Acte 2, scène 3. Donc la concierge et Odette. Là aussi, choc frontal entre deux personnalités différentes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée à part entrer en confrontation avec les gens ? Rien d'autre. Toute la journée, on fait ça. Acte 2, scène 3. La concierge, Odette. C'est l'ouverture, là aussi. On revient à cet endroit bizarre du début de la scène d'introduction qui était le hall de l'immeuble. Mais par contre, là, il n'y a personne dans ce hall de l'immeuble. Il y a la chef. Il y a la concierge. D'un appartement, on repasse dans le hall. C'est la première fois qu'on voit Odette évoluer dans un espace. La concierge est-elle maître de son royaume ? C'est son hall d'immeuble. Ce sont ses locataires.
Et en plus, là, la concierge, elle peut déstabiliser les gens. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on a vu la concierge, c'était dans la scène d'introduction, où il y avait tout le monde dans le hall de l'immeuble. Là, là, finalement, elle est dans cette scène-là, dans l'acte 2, scène 3, elle est dans son hall d'immeuble, elle est juste en face à face avec une personne vulnérable en plus. Donc, c'est là que se révèle le besoin, le côté vicieux de la concierge qui adore déstabiliser les gens. Où est-ce qu'on le voit? Au tout début, les 3 premières répliques. Les 3 premières répliques, c'est quand même la base de la déstabilisation d'autrui. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La partie du maquillage. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire, cette partie du maquillage? Est-ce que tout d'un coup, la concierge est attendrie? Est-ce qu'il y aurait une faille chez la concierge? Ou est-ce que c'est juste de la pure méchanceté? Voilà ce que je peux dire de l'acte 2, scène 3. Acte 2, scène 4. Acte 2, scène 4, l'huissier et la concierge. Alors ça aussi, là, la concierge, elle n'en peut plus. Depuis le matin, elle n'en peut plus. Je sais pas, peut-être moi je m'imagine que la concierge, ça fait des années qu'elle est là, ça fait des années qu'elle a les mêmes locataires, et que c'est le train-train, et que finalement ce train-train, à elle, ça lui va bien, parce qu'elle contrôle. Et depuis ce matin-là, ou enfin depuis la veille, bon, il y a eu cet apéro, déjà ça l'a fait chier l'apéro parce qu'il y avait du monde, mais depuis le matin, il y a plein de trucs nouveaux qui se passent dans l'immeuble et c'est elle qui voit les choses. Qu'est-ce qu'elle a vu depuis le matin, la concierge? La concierge, elle a vu un couple arriver d'en dehors de l'immeuble. Oula, je suis peut-être en train de perdre ma mainmise sur tout l'immeuble. Qu'est-ce qu'elle voit après? Elle voit la petite introvertie là, qui a décidé de se faire des amis, qui commence à mettre du maquillage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un huissier. Donc, choc des titans. Alors, c'est la première fois qu'on voit l'huissier. Et c'est la deuxième fois que dans la même journée, le territoire de la concierge est envahi par des gens de l'extérieur. Entre la scène 3 et la scène 4, le lien, c'est la concierge. Peut-être que c'est 2 facettes de son tempérament. La concierge, c'est un bloc. L'huissier, lui, doit être sûrement plus souple. Même si intellectuellement c'est aussi un bloc, la concierge est un bloc et l'huissier doit être plus souple parce qu'il n'est pas chez lui et qu'il doit arriver à ses fins. Mais par contre, voilà, l'huissier et la concierge, c'est 2 idées de la loi et de la maîtrise et du pouvoir qui s'affrontent. Acte 2, scène 5. Bon, alors là, hop, c'est le premier. Donc c'est Laurent, le monologue de Laurent, le premier monologue de Laurent. Laurent est amusé et il veut s'amuser. Et en y réfléchissant bien, c'est peut-être le seul personnage de la pièce qui a envie de s'amuser parce que sinon tout le monde vit un drame. Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, la différence entre une tragédie et un drame, c'est une question de rythme. Mais quand même, tous vos personnages, excepté Laurent, ils passent quand même une des journées les plus pourries de leur vie. Mais c'est une comédie. Donc Laurent est amusé et il veut s'amuser. C'est peut-être le seul personnage qui a du recul. Voilà. Laurent est peut-être le seul personnage qui a du recul dans la pièce. Dans ce type de monologue, issu du théâtre classique, de la comédie classique et populaire, là aussi je reviens au fond, voilà, au truc de base, je reviens à la comédie dell'arte, je reviens à Shakespeare, aux comédies de Shakespeare, aux comédies issues du Moyen-Âge. Tout est dit dans le texte. Tout est dit dans le texte, tout est dit dans les mots. Acte 2, scène 6. Voilà. Odette, Patricia, Yannick. Là aussi, Odette, Patricia, Yannick. Patricia, c'est le serpent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Patricia, c'est le serpent
dans le livre de la jungle, celui qui arrive comme ça et qui dit « Aie confiance en Zozotan ». Ça, c'est du Patricia. Patricia, c'est ça. Patricia, à côté, Lucrèce Borgia, c'est rien. Patricia, c'est le serpent dans le livre de la jungle à qui on doit faire confiance. Odette, pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie. Elle a enfin des amis, elle ose parler de ses sentiments à quelqu'un. Et en plus, ses amis qu'elle vient de se faire aujourd'hui, ce sont en plus ses meilleurs amis. Pour Odette, pour l'instant, c'est magnifique. Il faut quand même remarquer qu'à ce moment-là de la pièce, Odette se confie comme normalement on se confie à des amis d'enfance, alors qu'elle ne connaît pas ces gens. Yannick, il est plus sur 3 aspects. Yannick, là, il a le cul entre 3 chaises. Aider sa femme pour le plan qu'elle est en train de mettre en place, être effrayé par la méchanceté et le machiavélisme de sa femme, et peut-être aussi sa part d'humanité. Est-ce que il a pitié d'Odette? Et acte 2, scène 7, ça c'est une scène d'ouverture. C'est la scène d'introduction finalement de l'acte 3. Parce que dans cette scène-là, à la fin de cette scène-là, donc à la fin de l'acte 2, on a tous les éléments de l'intrigue. C'est la première scène avec beaucoup de personnages qui sont déjà sur leur rail. L'acte 1, scène 1, c'est un peu statique, c'est l'exposition. Mais là, on commence déjà à voir plein de personnages sur scène et on voit les lignes d'action. Et les lignes d'action sont nombreuses. Et elles se refermeront juste pour la fin, juste pour l'acte 5. Donc, là, les lignes d'action sont nombreuses. C'est la première scène où Laurent est déguisé. Qu'est-ce que ça change en lui? Est-ce que Laurent est un acteur très fin? Ou est-ce que c'est un acteur très fin, presque précieux? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un acteur, quand Laurent joue l'acteur, quand Laurent se déguise, est-ce qu'il est plutôt du côté de la farce? Où en est la concierge? Est-ce qu'elle tient encore son univers comme avant? Ou est-ce que c'est en train de se lézarder de partout parce qu'il y a plein d'inconnus qui arrivent et que finalement la concierge qui adore déstabiliser les gens, finalement là, elle est elle aussi déstabilisée. Dans cette scène-là, Ingrid, quand elle rentre, mais c'est pratiquement de l'apoplexie. Il n'y a plus la petite caisse avec sa thune. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est un truc qu'on ressent mais partout. C'est des cris, c'est de la torture pour elle. C'est pas quelque chose, oh mon Dieu, j'ai perdu mon argent. C'est vraiment autre chose. Remplacez l'argent par quelque chose qui vous est cher, par un gamin. Voilà. Ingrid, qu'elle est partie un gamin ou de l'argent, c'est la même chose, c'est la même douleur. Et c'est ce décalage qui rendra la chose comique. Yannick et Patricia sont-ils dans le contrôle? Ou sont-ils, eux, pris au dépourvu? Il y a autant de personnages que de questions pour cette scène de fermeture de l'acte 2. Pensez au rythme et aux directions de vos personnages. Surtout dans les scènes où il y a plusieurs personnes qui parfois parlent ensemble, qui parfois font des apartés. Voilà, c'est la fin de mon explication des 2 premiers actes de la pièce.